Pardon, mon brave, va-t-on sous Beaumont? Il me dit, va-t-on sous Beaumont? Et t'as une petite sabotaille. Je continue, je reprends le chemin. C'est à ce moment-là qu'il se ravise. Il me dit, mais dites donc, vous, là, seriez-il point de nouveau tué de votre tour? Alors je me retourne, tout content de ce dialogue improvisé. Il me dit, parce que je vais vous dire une chose, bah, métier de tuer et puis métier de berger, c'est deux métiers foutus. Pétillant comme le vin de Champagne peut être sa boisson préférée, Bernard Alexandre était avant tout un curé de campagne. Un curé qui dérangeait? Non, je ne crois pas. Certains diront de lui que c'était un original. D'autres, ceux qui le connaissaient mieux, que tels les militants de Mao, il était dans ses paroisses comme un poisson dans l'eau. Hors saint, c'est-à-dire étranger à la commune, il a su par son extrême humanisme s'intégrer à la population de ce pays de Caux qu'il connaissait si bien. En fait, Bernard était avant tout observateur. La moindre chose le frappait, le moindre écho résonnait à ses oreilles, et là où tant d'autres mortels passaient à côté d'une scène pittoresque sans la voir, Bernard, lui, en avait noté le plus infime des détails. À cela s'ajoutait une grande bonté d'âme, car pour regarder, il faut avant tout aimer, et pour aimer, il faut savoir écouter. Regarder, écouter, percevoir, telles étaient les trois qualités principales de Bernard Alexandre, qui découlent de son ancienne, l'amour. D'où son talent de conteur, mais aussi ce côté mi-sorcier, mi-exorciste qu'on lui connaissait, ou qu'on voulait bien lui prêter selon sa propre expression. En fait, s'il fallait définir Bernard Alexandre, je crois qu'à l'inverse de Maupassant, qui jugeait sévèrement les Cauchois et les a caricaturés dans ses œuvres, Bernard Alexandre, lui, les aimait de tout son cœur, et les croquis qu'il en a faits ont des couleurs de pastel. Il avait mis dans son testament, je donne 100 000 francs au conseil municipal si je suis enterré en face du café où j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Ben, vous comprenez bien, on n'allait pas perdre ça. Alors le maire, puis les adjoints, puis tout le monde, ils sont réunis. Au début, c'était difficile parce que ça mangeait sur le chemin. Pour la procession des rameaux, c'était pas pratique. Mais le Péporet était arrangeant, il a arrangé les choses. On a fait un petit muret pour élargir la place. On l'a enterré là. Le muret, ça a coûté un petit peu, mais pas trop cher. Et puis on a gagné l'argent de l'héritage. Ne croyez pas que c'est une bonne affaire. Et puis ça vous prouve pas, au fond, que chez nous, même les morts demeurent de bons vivants. Ces croquis tendres qui grincent quelquefois, Bernard Alexandre les offre très vite à un public de Normands et même de Parisiens. Dès l'ouverture de la station régionale de télévision aux Essarts, près de Rouen, on retrouve l'abbé Alexandre, conseil en religion lorsque l'actualité braque ses projecteurs sur ce thème, mais aussi correspondant naturel des événements se déroulant dans le pays de Caux. Les liens deviendront de plus en plus serrés entre l'abbé anticonformiste et la troisième chaîne qui deviendra FR3, avec les contes et petites histoires télévisées de Bernard, enregistrées avec la complicité de Jean-Marie Noël, puis tout seul, comme un grand. Par un matin, je me suis levé, par un matin, je me suis levé, au chant de l'alouette, chantant sa chansonnette, au chant de l'alouette, chantant on va y aller, hein. sa chansonnette. On va pouvoir y aller. Ce jour-là, c'était fête sur le carreau du village et il y avait foule. C'était le mariage d'Euphémie. Euphémie, c'est la fille de la grande ferme. À se marier avec le fils Lavenu. Lavenu, vous connaissez bien, c'est un marchand de bestiaux. Tout le monde le connaît. L'affaire s'était faite au marché. Le pays d'Euphémie et Maître Lavenu avaient été au café, touiller les dominos. Ils avaient pris un petit verre, puis j'avais parlé de la pluie, du beau temps, des bêtes, tout ça. Puis à la fin, il dit, mais ton gars, quel âge qu'il a? 25 ans.
Ben, ma fille, tout, pas. Ah, ce serait temps de les placer. Puis après, on a joué à domino. Et quand la partie fut finie, eh bien, l'affaire était faite. Top, c'était réglé. Le mariage était décidé. Il y a eu les fiançailles. Oh, peu de temps après. On mangea chez l'un, on mangea chez l'autre. C'est comme ça que les éléphants se connurent, d'ailleurs. Ils s'étaient pas vus avant. Et puis, il vaut mieux que les fiançailles entre nous, ça dure pas trop. Comme disait Maître Lavenu à sa bourgeoise, tu te souviens, au matin des noces, le mal qu'on a eu à te passer ta robe. La bonne femme baissait la tête puis souriait. On arriva donc au jour du mariage. Le matin, à 10 heures, les filles du village montèrent à la ferme pour manger la brioche de la mariée, avec un petit coup de vin. Les hommes, les invités à la noce, allèrent s'asseoir, prirent 2-3 tranches de viande et à la fourchette calèrent bien l'estomac. Ils se calèrent l'estomac parce que l'office allait être long. Vous savez, une messe de mariage qui commence à l'Angélus de midi, ça finit bien tard. Surtout quand il y a du monde qu'il faut boujouter. Et naturellement, après, on descendit à la mairie. De la mairie, on passa à l'église. Là, le curé attendait sur le pas de la porte. On voyait derrière le bédot, qui avait déjà la corde à la main pour sonner l'entrée des mariés. Le mariage eut lieu. Ils dirent oui. Ben, était forcé puis qu'il était venu pour ça. Et puis, le curé fit son petit sermon. Il parla du mariage, du sacrement, tout ça qui était sérieux. Faut dire qu'il faisait très chaud, il y avait peu de gens à l'écouter, tout le monde était distrait. Sauf quand il faisait allusion à la famille, qui disait ah mais le père un tel, la mère un tel, tout ça. Ah là, les gens hochaient la tête puis disaient eh bien vrai. Ceux de la noce. Parce que derrière, dans l'église, il y en avait qui ricanaient en douce et qui n'étaient pas d'accord avec le curé. Puis, quand on sortit de l'église, après avoir boujouté tout le monde, on monta à la ferme. Arrivé là-haut, il y avait le photographe qui attendait. Le photographe, il faut bien vous dire, il était venu du canton, avec son trépied en bois, puis son appareil en bois aussi verni. Alors il se mettait là-dessous avec un grand voile noir pour mettre tout le monde. Parce que chez nous, Haute-Fouet, quand on mariait les gens, on mettait pas le marié puis la mariée sur la photo, on mettait toute la famille. Dites, on était près de 200 ce jour-là, la noce. Allait mettre tout ça dans l'appareil. Fallait caser, on avait mis des bancs, on avait dressé les gens sur les bancs, les plus jeunes. Les vieilles étaient assis sur le premier rang, les enfants par terre. Mais il fallait serrer tout ça, il y avait toujours un sein à droite ou à gauche qui dépassait. Il fallait que ça rentre, que ça cadre. Puis le sol était padré. Alors l'appareil, de temps en temps, avait tendance à tomber. Alors le bonhomme reprenait ça, il recadrait. Mais ça passait du temps, ça énervait les gosses, qui se mettaient à piailler. La mère leur foutait une ratournée pour les remettre dans l'ordre, ça piaillait, ça piaillait. Et puis, à la fin, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, la photo était faite. On allait à la grange, parce que le repas avait lieu à la grange. On avait détaillé, hein. On avait chaulé les murs, on avait mis des draps avec des petites fleurs, et puis de la bruyère, tout ça, pour que ça soit bien. On avait mis les tréteaux avec les tables, puis des nappes qui descendaient jusqu'à terre. On se cala dans sa chaise. Les jeunes avaient des bancs, eux. Les gens bien avaient des chaises. Et puis, on commença à manger. Les filles commencèrent à servir l'apéritif. Les femmes prirent 2 douées de vin cuit ou de Porto. Les hommes prirent un anis, comme d'habitude. Et puis, le repas commença. Oh, tout doucement, parce qu'on n'est pas pressé. Mais les plats passèrent et repassèrent. Parce que, je vais vous dire, on avait tué pour le mariage.
On avait tué des bêtes, des poulets, tout ça. On ne pouvait pas conserver ça, il fallait tout moitié. Alors les servantes, elles pensaient, elles disaient, mais vous allez bien en reprendre un petit bout, voyons, est bon, est naturel. Vous n'allez pas perdre ça, voyons, est de la bonne chose, faut pas le perdre. Alors elle vous remplissait l'assiette. Il fallait rattaquer, mais quand vous moitié comme ça, il faut bien baie, alors on remplissait les verres. Et d'ailleurs, les verres restaient jamais vides. Dès qu'il y avait un verre vide, la servante arrivait puis remplissait. On buvait sans s'en rendre compte. Ça va durer comme ça, hein, de 2h30 à 6h30 du soir. Vers les 6h30, les vieux commençaient à remuer les gambes. Ils disaient, j'ai des fourmis dans les gambes, il va falloir que je me déhasse. Alors ils se levaient, ils sortaient dans le jardin, dans la cour de la ferme, et puis ils faisaient quelques pas. Puis on veillait bien, les autres suivaient, tous les autres, les uns après les autres. Ils suivaient comme ça, on vous dit pourquoi. C'était pas vrai, c'était pas les crampes qui les faisaient sortir. Ils avaient bu, alors il fallait qu'ils fassent de l'eau. Alors chacun prenait ou son pommier, qui son poirier, et puis chacun faisait sa prière à Vespase. Pendant ce temps-là, les femmes commençaient à se lever aussi et à sortir. Elle allait gagner les bancs qu'avait laissé le photographe, et assis sur les bancs, elle commençait à parler un peu de tout, des éléphants, de la santé, des malades, du travail, des poules, des lapins, de tout. Mais tout en causant, à surveiller leurs filles, parce que les filles avec les gars, tout ça, ils faisaient connaissance, mais avec qui faisaient-ils connaissance? Alors de temps en temps, discrètement, elles appelaient leurs filles, puis elles disaient, qui c'est qui est ton cavalier? Je connais point ce gars-là, d'où c'est qu'il est? Alors la voisine disait, mais c'est le fils de la ferme une telle, est un beau parti, vous savez, est un beau petit gars. Alors si on disait ça, la mère disait à sa fille, bon, tiens-toi bien, va, allez, va, passe ton temps. Mais si par hasard quelqu'un disait, oh, est un gars de rien, plutôt un soleil, est un feignant, alors là, disait, mais tu vas pas t'afficher avec ce gars-là, non? Et tout revenait dans l'ordre, la morale était sauve. Puis vers les 9h du soir, les hommes avaient joué l'après-midi à la thune, à la butte, ou à la grenouille. Ils jetaient dans le tonneau des palais qu'il fallait que la grenouille avale. Ils passaient leur après-midi comme ils pouvaient. Et puis là, le soir, tout le monde se retrouvait. Et juste au moment où le soleil, ça descendait, vous savez, derrière le fossé, et éclairait, rougeoyant les arbres de la ferme. On s'est rassis. Je vous dis, il était 9h du soir. On avait du mal quand même à s'y remettre. C'était un petit peu comme quand on a fait Mézières au début de l'après-midi, la sieste. Eh bien, puis qu'il faut se remettre au travail. Manger est une sorte de travail, vous savez. Il faut y aller des mandibules, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et ils s'y remirent. On commença par un potage, et puis après, les plats revinrent. Et se succédèrent les uns aux autres pendant je ne sais combien de temps. Il y en avait des plats. Il y avait même ceux du milieu, les hommes qui disaient « On a beau dire maintenant qu'on prend de l'âge, puis qu'on est invité comme ça, on mange mieux. Mais on s'amuse moins. » C'était la sagesse paysanne. Le vieux avait remarqué que quand on était à la table d'honneur, on était servi le premier. On avait les meilleurs morceaux. Oui, mais si on avait les meilleurs morceaux, si on avait de quoi caler son estomac, on n'avait plus la joie des jeunes qui étaient au bout de la table, qui peut-être mangeaient moins bien, mais s'amusaient beaucoup plus. Et puis le repas va continuer comme ça, mais il va continuer toute la nuit. Parce qu'il faut vous dire, chez nous, quand on est 150 ou 200, on ne peut pas coucher tout le monde. Alors on restait à veiller. On passait la nuit comme ça à table, à baie, puis à maquiller un petit peu. Oui, mais vers les 11h le soir, vous savez, les grands-mères commençaient à piquer du nez. Alors on leur filait un petit coup de calvasse, à les remoucher jusqu'au matin les mets. Et puis tout repartait. Quand on est arrivé au dessert, il y en a un qui s'élevait, l'oncle Eugène.
Il a entonné « J'ai de grands bœufs dans mon étable ». Et puis après, il y a la mé qui a chanté « C'est un oiseau qui vient de France ». Les vieilles hochaient la tête, ça leur rappelait leur jeunesse. Elles disaient c'était du temps où on faisait des chansons qui avaient du sens. Et puis on va passer toute la nuit comme ça, jusqu'au moment où les mariés vont essayer de s'en aller, mais on les retient. C'est la mé qui va arranger les choses pour qu'ils partent. Alors ils vont partir. Ils vont partir tout doucement, et les gars vont pas pouvoir réaliser tout ce qu'ils s'étaient promis de leur faire comme farce. Et le repas va continuer. On va continuer de raconter des histoires, mais plus la nuit avance, plus les histoires sont un peu laises, légères, au point que les grands-mères baissent la tête comme ça un petit peu gênés. Mais il y a le grand-père qui dit, mais c'est de l'orage tout ça. C'est du passé pour nous, mais de l'orage. Et puis, le matin arriva. À ce moment-là, on se releva, les jambes un peu engourdies, du mal avancé, un petit peu brêlé dans les pas. On gagna les carrioles, l'homme attela, les hommes attelèrent, puisqu'il y avait plusieurs carrioles, et chacun s'en alla vers sa ferme. Or, on ne se couchait pas, même en arrivant. On n'allait pas dormir une ou deux. Ça servait à quoi? À rien. On était plus fatigué après qu'avant. Alors on se remettait au travail. Un petit peu d'eau sur le visage, ça vous réveillait. Et puis l'air du matin, l'air frais, tout ça, ça vous rebouquait. Vous étiez prêts à attaquer. Et ils attaquaient. Ils se remettaient à traire leurs vaches. Et le travail reprenait et la vie reprenait. Mais dans le village, les gens disaient, Euphémie, elle a eu vraiment un grand mariage. Mais la clôture, la conclusion, c'est le dimanche suivant qu'on l'a eu. Lorsque le Pélavenu est allé au café après la messe suivant la coutume, qui touillait les dominos et que les gens lui disaient, mais c'était bien ce que t'as fait pour ta fille, c'était bien, c'était vraiment bien. Et le Pélavenu répondait, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir l'importance des voitures qui étaient là, des joies et tout ça. Il y en avait plus d'1 hectare. Et il dit oui, plus d'1 hectare. Plus que pour l'enterrement de notre brave mère, qu'on aimait bien pourtant. Ça, il faut le dire. Et les gens le répètent toujours. Le mariage d'Euphémie, ce fut un grand mariage. C'est le lendemain de noces. Il fallait bien manger les rêves, puis qu'il fallait pas les perdre. Alors, on revenait, mais pas de chanchicante, c'était intime. On était 60, 70, pas plus, quoi. Et puis, c'était la mé qui touillait la marmite. On avait gabillonné l'argent la veille, on avait dépensé tout, alors le lendemain, il fallait rattraper tout ça, alors elle touillait la marmite. Seulement, elle tournait la marmite, mais de temps en temps, elle était inquiète, ça se sentait. Alors, elle levait le rideau, puis elle guettait. Elle disait, en elle-même, il n'arrive point, les amoureux. Elle attendait la carriole. Oh, ça n'a pas manqué, tout d'un coup, on a entendu. Wow! Et le gars a arrêté la carriole, le joie sous les pommiers. Le gars est descendu d'un côté, la fille de l'autre. Avant, il l'aidait à descendre, mais maintenant qu'il était marié, c'était plus la peine. Alors, ils sont rentrés, puis chez nous, on est amitieux, alors ils se boujoutaient, bonjour, ça va bien, bonjour grand-mère, bonjour ma tante, bonjour cousine. Et puis, la fille, à la fin, est arrivée à sa mère. Sa mère, c'était la cauchoise, débordant de bonheur de tous côtés, vous savez, comme ça, bien. Et puis, sa fille est arrivée, elle dit, hey, toi, ma petite fille, ah, viens, viens. Alors, elle l'a pris, elle a mis sa tête sur le poitrain, comme ça, elle l'a serré. Il n'y a pas donné qu'elle se passe mal, hein. Elle l'a serré comme ça. Elle disait, ma petite fille, dis Châtamé, comment ça s'est passé? Mais maman, ça s'est bien passé, lui, c'est bien, il y avait mon oncle qui chantait. C'était bien ce qu'il a chanté. Elle dit, et pour ça, tu vas dire à ta mère. Mais comme elle voyait que les gens avaient des regards plus ou moins douteux, elle entraîne sa fille
dans la cambrette. La cambrette, c'était la petite pièce, vous savez bien, qui était derrière la maison, la salle, où on mettait les terrines ou le lait reposé, puis le soir, on écrémait. Il y avait une petite odeur aigrelette là-dedans. Elle entraîne sa fille. La fille arrive. Elle pousse la porte du pied, elle est seule avec sa fille. Elle la prend comme ça. Ma petite fille dit ça, mais comment ça s'est passé? Elle, bon Dieu, qui a voulu ça, mais il a dû faire ça un jour qu'il me bête. Ah! Enfin, comment ça s'est passé? Mais quoi, un moment? Ben, quand t'as été tout seul avec lui, puis que c'est comme ça que sont les choses, pas. Ah ben, hier soir? Ben, il dit oui, hier soir, mais sois pas nignon. Elle dit, ben, tu sais, j'étais fatigué avec tout ce qu'on avait moqué. On avait bu, moqué, tout ça, oh là là. Puis on se couchait tard, mais pas l'habitude, pas. Oh, j'ai passé ma chemise, mon bonnet, je suis glissé dans le lit, mais elle va te dire une chose. Elle dormit tout de suite jusqu'à ce matin. Elle dit, puis la chose. Elle dit, que chose, maman? Alors on veille cette pourmée qui change de couleur, qui passe par tout l'arc-en-ciel, qui ouvre la porte et qui hurle, qui dit, est une honte, j'ai plus mes yeux pour pleurer. J'ai donné ma fille à un proparié. Alors oui, il m'a dit, dans le fond de la salle, il y avait le Pédugan, marchand de bestiaux, l'armoire normande, carré comme ça. Il dit, la mère, qui que vous avez à vous mettre dans un état pareil? Elle dit, allez demander à votre gars comment il s'est conduit avec ma fille, vous dites, plus mes yeux pour pleurer, je suis comme un viol. Le père s'en va vers le gars. Le père, je vous l'ai dit, était armoire normande. Hein. Le gars était plutôt pendule. Avait les noailles rabattues. Et le père arrive. Il dit, alors mon gars, es-tu content? Oui, papa, oui, papa. Il dit, oui, mais pour ça, mais j'entends des choses qui font pas plaisir à un père. Tu vas me dire exactement comment ça s'est passé avec la petite. Ah bah, bien, papa, bien, papa. Oui, mais non, pas bien, ça ne dit rien. Dis-moi comment ça s'est passé. Quand il dit même, papa, on est arrivé. Elle était fatiguée, elle a passé sa chemise, son bonnet, tout ça. Elle s'est couchée, puis elle a dormi, mais elle dit une chose, mais j'étais assis sur le bord du lit, mais j'ai eu du mal à te faire mes chaussures tellement j'étais fatigué. Puis tu sais, on avait bu, on avait fumé. Moi je suis habitué au grand air, on était enfermés toute la journée, là, dans la grange, tout ça, j'ai tout fait. Oh là là, ça n'a pas été long. Je me suis déshabillé, glissé dans le lit. Oh là là, j'ai dormi. Mais alors, ça, j'ai jamais... Il dit, mon gars, puis la chose. Le gars, il réfléchit un moment, il dit, mais que chose, papa? Il dit, des choses qu'on sait puis qu'on n'apprend pas. Et le gars comprenait pas. Alors ce pauvre P, devant tout le monde, essaye de lui expliquer. Il se brûle les pattes, il n'y arrive pas. Il y a tous les gens qui se donnaient du coup, ils disent, on disait bien qu'il était niant, pas. Et puis, tout d'un coup, à bout d'argument, il prend son gars par les épaules comme ça. Puis il dit, écoute-moi mon petit gars, mais je t'écoute, papa. Écoute-moi bien. Je suis ton P. Oh oui, papa, t'es mon P. Écoute-moi bien. Mais, pis ta mais, qui qu'on fait? Quand réfléchit un moment, on veille, il change de tête. Il rougit, il a les noailles qui se redressent. Puis tout d'un coup, il éclate, il dit, oh, papa, vous pouvez quand même pas y foutre sur la gueule dès le premier soir. Je pourrais vous en raconter une autre. Elle me vient comme ça à l'esprit tout de suite. On n'est plus des jeunes, on peut bien raconter ça. C'était deux petits vieux qui avaient fêté leur noce d'or. Alors, il y avait eu la cérémonie, le repas, tout ça, puis c'était le soir, ils étaient un petit peu fatigués. Puis à l'âge qu'ils avaient, ils étaient couchés, le nez au plafond. Et puis, la mère, avec sa petite voix, dit, « était bien, pas ?» « Oh, mais ça, oui, était bien. T'es bien. Il dit, oui, mais t'es bien, pas. Puis que monsieur le curé, qu'est-ce qu'il a bien parlé? Ah bah, dit oui. Il dit, pour un coup, il a pas dit de conneries, celui-là. Ah oui, mais... Puis les petits éléphants, t'as vu les petits éléphants, nos petits éléphants, comment ils se sont tenus? Pas un mot, pas un cri. Ah, mais ça, j'aime bien. Ça, chez nous, on n'aime pas les gueulards. Puis dans une église, on se tient. Nous, on a le respect du bon Dieu.
Il dit oui, mais je suis content, dit. Ça me rappelle des choses. Tu te rappelles il y a 50 ans? Ah bah oui, il pleuvait. Il dit oui, mais le sourire. Quand on a été tout seul, tu te rappelles pas, tu avais fait quelque chose qui m'avait fait plaisir. Bon oui, des enfantillages. Ça ressemble à rien tout ça, ça ressemble à rien. Il dit oui, mais ça m'avait fait pourtant plaisir. Bah je te dis, des enfantillages, ça ressemble à rien. Et puis comme elle insiste beaucoup, puis qu'elle veille qu'il comprend pas, il dit, mais tu te rappelles pas, Veillon, tu m'avais maquillonné l'oreille. Oh, bah il dit oui, bah, des enfantillages. Bah, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Elle n'est plus de notre âge, ces choses-là. Bah, il dit justement, et chaque que je voulais te dire, bah, ça me ferait plaisir si tu me le refaisais asseoir. Non, mais il dit, tu t'es folle, non? Qui dirait de tuer le maire et puis les enfants, ils savaient ça, non? Hein? À nuit, 50 ans après, à l'âge qu'on a? Oh, non, mais tu ris, la mère. Oui, mais la mère rit plus. Elle est émue. Elle dit, je te demande une petite chose comme ça pour les 50 ans, puis tu veux point. Ah ben, il dit, veux point, ben, moi, ben, c'est ridicule, puis ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, je te le dis. Et puis je te le répète. Alors, elle se met à pleurer. Alors, le bonhomme est ému, parce qu'au fond, il est dû comme on est chez nous, quoi. Mais il l'aime bien, sa bourgeois, il a toujours été avec elle. C'était le qui raccommodait les chaussettes, qui faisait la cuisine, tout ça. On finit par aimer les gens dans ces cas-là, pas. Puis on peut plus en penser. Alors, pris de remords, il a le geste cauchois. Il y fout une grande claque sur les fesses. Et puis il dit, déjugue-t'es la mé, va tracher le dentier. Dans nos villages, il y avait autrefois des personnages, c'est peut-être parce que je vieillis que je ne me rends pas compte qu'il y en a encore, mais j'étais très impressionné par ces gens qui n'étaient pas nécessairement cultivés, mais qui avaient un sens de l'humour et des répliques absolument étonnantes. Il y avait parmi ceux-là, il y avait un bonhomme qu'on appelait le Pécanipète. On l'appelait le Pécanipète parce qu'il était maquillon, il vendait des chevaux. Quelquefois, il en achetait, mais il les revendait aussitôt en faisant un bon bénéfice. Et quand le bénéfice était vraiment important, il disait « Ah, elle fait une bonne journée à nuit, j'avons fait la canipette. » D'où son surnom. Je dois dire que, dans mes débuts, j'étais peut-être plus sensible à la morale qu'aujourd'hui, et je me disais, au fond, ton rôle, c'est de rappeler à cet homme que peut-être il ne faut pas escroquer les acheteurs, les clients. Il y a une certaine morale dans les affaires à respecter. Et un jour, je l'aborde, puis je dis, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose, mais j'ai entendu, bon, vous savez, je ne me formalise pas de ce que j'entends, mais j'ai entendu dire que quelquefois, vous forciez un peu les prix et que c'était pas toujours de la qualité, ce que vous vendiez. Les vices rédhibitoires sur les bêtes, cela, vous les ignoriez. Il bouche la tête comme ça un moment, puis il me dit, oui, ah, vous dites ça, vous avez fait des études? J'ai dit, oui, j'en ai fait un peu, quand même, comme tout le monde. Il me dit, vous savez compter, vous? Ah, je dis, oui, je sais compter. Ah, il dit, justement, et ça, quel problème pour moi? Voyez-vous, j'ai pas fait d'études. Je sais point compter. Je suis dans les affaires. Eh bien, quand on est dans les affaires et puis quand on sait pas compter, sachez-le, monsieur le curé, il faut prendre des marges. Ah, c'était le vieux et la vieille. Ils s'aimaient bien tous les deux. Mais la pauvre vieille n'était pas en forme. Elle traînait, elle était au lit. Oh, il faisait tout ce qu'il pouvait pour la dorloter, lui apporter ses tisanes, arranger les choses, ses pantoufles quand par hasard elle se levait. Vraiment, c'était des vieux qui s'aimaient bien. Et puis,
Un jour, ils étaient comme ça, l'un à côté de l'autre. C'était le jour du marché. Et dites, comment que tu te sens à nuit? Bon, ça va, on fait aller, mon père, on fait aller. Oui, mais tu te sentis bien? Oui, on fait aller. La maison était sombre, vous savez, c'était l'hiver, et les fenêtres chez nous sont petites et étroites, et laissent passer très peu de lumière. Et il dit, ça te ferait-il plaisir si je mettais une candelle sur la table de nuit à côté de thé? Il n'y avait pas l'électricité alors. Et le brave homme va chercher dans le tiroir du buffet une bougie, la met dans le bougeoir, l'allume et la pose sur la table de nuit. Il donne la main à sa femme puis il dit, tu veilles, c'est plus agréable comme ça, pas? T'as de la lumière. Oui, et mieux. Puis tout d'un coup, il dit, tu veilles, aujourd'hui c'est mardi, est le jour du marché. Va falloir que je m'en aille. Je vais revenir vite. Oui, bah, puisqu'il faut, bah. Il dit, oui, mais je vais revenir vite, bah. Tu vas pas t'ennuyer maintenant que tu as de la lumière. Non. Et alors le bonhomme s'habille, passe sa veste, son vêtement, son manteau, met son capé sur le coupé de la tête, et puis il s'en va pour sortir. Et tout d'un coup, il se ravise. Puis il dit à sa vieille, dis donc la mère, si tu te sentais aller, oublie pas de souffler la candelle. Une chose dont il faut se méfier, quand on vient dans nos campagnes, c'est du petit vieux ou de la petite vieille qui se trouve sur le carreau du village. Vous me dites, qu'est-ce qu'ils font là? Non, non, mais je vous dis, méfiez-vous. Je vous raconte l'aventure d'un brave homme qui est arrivé de la ville avec une grosse voiture et qui s'arrête sur le carreau. Et il voit ce brave vieux, puis il dit, ah, pardon mon brave, pouvez-vous m'indiquer la poste? Oh, mais dites donc, vous n'êtes pas d'ici, vous? Il dit, non, je suis du Havre. Ah oui, mais vous avez une belle voiture, ça. Elle est solide, ces voitures là-bas. C'est fort, puis ça a des freins, ça a tout, c'est bien, ça. C'est la belle voiture, ça. Oui, c'est bien. À propos, est vrai, vous voulez que je vous dise? Ah ben, attendez, je vais vous dire exactement les choses. Vous savez, vous allez continuer tout droit, là. Il y a un calvaire, vous avez chavé, il y a un calvaire. Quand vous serez au calvaire, hein, vous appuierez à gauche. Vous appuierez à gauche, et puis vous roulerez. Là, c'est la plaine. Après la plaine, vous aurez une petite ferme à gauche, mais plus une ferme, vous savez, et des résidents, vous savez, on n'est plus chez nous, et des gars de la ville, des Parisiens qui viennent, comme ça, qui s'installent. Là, il y a un gars de l'électromécanique, pas feignant, ces gars-là, puis ça a l'air sérieux. Ça vient pas à la messe, mais ça travaille bien quand même. Oui. Là, moi, ça travaille. Vous savez, le samedi, dimanche, là, ils n'arrêtent pas. Hein. En face, c'est la boulangerie. Vaut mieux pas vous y arrêter, vous savez. Le P était un ouvrier, mais le gars est plutôt un soleil. Il faut rien. Et vous continuez comme ça, tout du long, là. Vous allez traverser un petit bois. Il y a une mare sur la gauche, là. Bon, vous l'éviterez, parce que vous savez conduire, vous autres pas. Vous avez l'habitude en ville, parce que bon, comme chez nous en campagne, c'est les chemins qui tiennent les roues. Oui, mais vous allez conduire comme ça, et puis il s'arrête, puis il dit non. Si je vous laisse aller par là, vous allez vous perdre. Et vous, au calvaire, c'est plutôt à droite qu'il faut prendre. Vous allez prendre à droite, et puis là, vous allez rouler. Au bout d'un moment, vous allez voir une maison de garde-barrière. Et vous, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y a pas de barrière, puis il n'y a pas de train, parce qu'elle est en brique que je vous dis ça. Puis vous continuez, là vous descendez rapidement, vous virez, vous arrivez sur la grande route. Là il y a beaucoup de circulation, mais vous savez, ne faites pas pub, hein. Vous savez conduire. C'est facile à conduire ces voitures-là, hein. C'est facile, oui. Puis
Puis il s'arrête, puis tout d'un coup, il dit, mais dites donc, vous m'aviez demandé quelque chose? Ben, il dit, oui, mon cher monsieur, je vous ai demandé la poste. Ah oui, c'est ça. Ah, on n'a pas. La maîtresse de maison s'impatientait. L'heure avançait, et puis le rôti commençait à prendre au cul. Ah, dit, mais qui c'est qui fait, voyons? On avait bien dit 12h30. Qui c'est qui peut foutre? Sa femme, qui était arrivée avant le lit, disait, mais il s'est habillé, il a dit, je fais un tour, et puis je viens. Je vous rejoins. Et tout d'un coup, on a vu, il est arrivé avec sa carriole dans la cour. Il est descendu. Naturellement, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, il dit, il était midi, puis il y avait un petit peu de soleil. Ben, il dit, puis quoi? Eh ben, je suis passé au cimetière. T'es allé au cimetière? Ben oui, vous savez bien, j'ai acheté une concession au cimetière. Et puis j'ai voulu voir si à midi, le soleil passait près de la tombe. Ça vous récourt, vous savez ça. Puis je veux pas crever de frais quand je serai mort. Et puis, on se mit à bavarder comme ça. Et tout d'un coup, il dit, mais vous savez, je serai pas tout seul. Il y a ma femme qui viendra me rejoindre. Mais à côté, c'est des amis maintenant. Comment ça, des amis? Vous les connaissez? Ah bah oui, bah, ils sont comme moi, ils vont de temps en temps sur leur concession. Et puis, ils vont faire une petite prière, puis ils nettoient, ils désherbent, voyez-vous, comme ça, pour que ça soit propre le jour où ça arrivera. Et puis un jour, je leur parle comme ça, puis je leur dis, mais vous avez de la famille dans le coin? Je vous vois toujours dans ce coin du cimetière, là, tout près de moi. Ah, mais il dit, non, c'est pas de la famille, c'est à nous, c'est notre concession. Ben, il dit, vous êtes comme nous, alors. Et il ajouta cette phrase magnifique, il dit, et puis vous savez maintenant, hein, quand on se rencontre en ville, eh bien, on se salue. Une autre histoire, une ferme, et voici qu'une voiture arrive, mais une voiture étrangère. On guette par le rideau, comme ça, la voiture arrivée. Elle s'arrête devant la porte, descend un monsieur bien habillé. On sent bien que c'est pas quelqu'un du lieu. D'ailleurs, on le reconnaîtrait. Alors il dit, pardon monsieur, je voudrais vous voir, vous êtes fermier ici? Il dit, oui, il a toujours été, mon père aussi, il a toujours été. Ah, est-ce que je pourrais vous parler un instant? Il dit, si vous voulez, entrez. L'autre entre, s'assoit. Il dit, voyez-vous, je vais vous dire que je suis artiste peintre. Et je fais aussi de la tapisserie artistique. Or, actuellement, les tendances veulent que nous fassions dans cette tapisserie glisser des éléments naturels, voyez-vous. Alors, je viens vous voir, parce que comme vous êtes dans la culture, vous avez des chevaux. Est-ce que vous pourriez me vendre 1 kilo de crins de chevaux? Il dit, mais ça, j'ai jamais vendu ça. Puis il dit, vous savez, chez nous, la tradition, on équeute les bêtes, alors il n'y a pas beaucoup de crins, à part la crinière. Il dit, vous savez, je suis prêt à vous donner un bon prix, et il donne un chiffre assez intéressant. Le paysan réfléchit, il dit, mais on va faire ce que je peux. Il s'en va à l'écurie, il revient au bout d'un moment avec un petit sac dans lequel il a mis tout le crin qu'il a pu tirer, et puis il met ça sur la balance. Il y avait 960 grammes. Il dit, ça fait point le kilo. Il dit, vous savez, moi je veux bien, mais je veux 1 kilo. Il relève la tête, paysan, puis en face de lui, il y a le vieux grand-père qui est au coin du fût, qui a des bacchantes énormes. Et il dit, au fond, en ne coupant un bout des bacchantes comme ça va peut-être faire ce qui manque. Il y va, 2 coups de ciseau, paf, il enlève ça avant que le grand-père réagisse. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, t'en fais point, mon père, ça repoussera. Il met ça dans le sac, le kilo y est. Il touche son argent, il est content, et tout est bien. Peut-être 15 jours après, il va au marché. Quand il revient du marché le midi et demi, parce qu'on fait tout des dominos quand on va au marché,
il arrive dans la cour, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le bonhomme qui est grimpé sur la grange, à la hauteur du fêtage. Il est assis tout là-haut, le grand P. Il a mis la grande échelle qu'on utilise pour faire les chaumes, et il est grimpé là-haut. Il dit à sa femme, il va se casser la figure à l'âge qu'il a, mais qu'est-ce que c'est que ces idées-là? Alors il s'approche, puis il l'appelle, il dit grand-père des chambres. Le grand-père est un peu sous, il n'entend pas, il baragouine, mais le bonhomme ne comprend pas. Si bien qu'à bout d'argument, il monte à l'échelle, s'approche du grand-père qui est là-haut, tout juqué, et puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, grand-père? Il dit, c'est à cause du Parisien. Il dit, le Parisien, il est parti, c'est fini. Tes moustaches, ils vont repousser, d'abord ça ne fait de vie, je vois pas pourquoi tu viens nous sortir ça 15 jours après. Mais il dit non, le Parisien, il est là. Comment il est là? Ouais, oui, il est là, dans la cuisine en bas. Puis tu sais pas ce qu'il a demandé? Il a demandé une douzaine d'œufs. J'ai regardé la boîte en carton, il y en avait 10. Le bonhomme était malade depuis 5-6 mois, il traînait, quoi. Il avait attrapé un seul coup de froid, et puis il avait l'âge aussi. Le médecin passait régulièrement, toutes les semaines. Et puis là, elle était montée, la femme l'avait précédé dans l'escalier. Ils étaient rentrés dans la chambre, puis le bonhomme n'était pas à se mettre, il était la tête abaissée, il avait plus l'air d'avoir conscience. Le médecin, il se tourne vers la femme, puis il dit votre mari, vous savez, ma petite femme, il est comateux. Il dit, qui vous dites? Je vous dis, votre mari est comateux, il n'est pas bien, quoi. C'est grave. Oui, c'est sérieux. Enfin, je vous dis, il est comateux. Puis le médecin s'en va. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le pauvre homme sort de son coma pendant un instant. Il a un instant de conscience, si vous voulez. Et puis, il dit à sa femme, dis donc là, mais il n'est pas venu quelqu'un tout à l'heure? Il dit, oui, c'est le médecin, il est passé. Ah? Qui l'a dit, le médecin? Oh, la bonne femme réfléchit et dit, il a dit que t'étais comme ma queue. Oh, il secoue la tête, le vieux, puis il dit, si je suis comme ma queue, je suis pas près de me relever. Les curés étaient vraiment à part dans l'esprit des gens. Ma mère, quand je fus plus âgé, m'avoua qu'un jour, sortant de l'école, elle avait vu son curé qui marchait quelques 50 mètres devant elle. Elle ralentit le pas, parce que, voyez-vous, un prêtre, on le double pas. Ce serait une impolitesse. Alors elle marchait doucement, gardant ses distances, lorsqu'elle vit tout d'un coup le curé sortirait dans un bois, relever sa soutane et fait les choses comme un charretier, sa prière à Vespase. Elle en fut tout éberluée. Elle courut chez elle, comme elle disait dans son langage d'époque, j'ai failli timber en Saint-Siscope. Elle arriva chez sa mère qui l'a vue toute rouge, toute gênée. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as comme ça? Oh ben maman, si tu savais. Mais quoi, ma fille? Ben, si tu savais, notre curé est pas un curé. Comment que tu dis? Te dis que c'est point un curé. Pour qui que tu dis ça? Et elle raconta à sa mère ce que l'avait aperçu. Et la mère dit, mais non, bah Jacques, tu es. Un curé est un homme comme t'es, puis mais. Les curés, j'en ai connu. En 40 ans, et surtout dans les premiers temps, les vieux curés étaient tout différents que nous sommes aujourd'hui. C'est peut-être l'âge qui me fait dire ça, mais c'était des personnages quelquefois pittoresques. Il y avait ceux qui étaient ascètes, tristes, où la religion était celle du mont Sinaï,
Il montait en chair, fulminé, condamné. Et puis il y avait les autres qui étaient plutôt gays, qui croyaient que Dieu était bon. Moi, pour ma part, j'étais plutôt de la deuxième couvée. C'est pendant la guerre, il y a le maire qui rassemble ses conseillers, comme ça, qui les a fait venir. Il a dit, je vous ai fait venir parce que on a reçu une lettre de la commandanture. Il y a un imbécile qui avait quelque chose, puis il faut un otage. Alors il y a l'adjoint qui est à côté qui dit, t'as qu'à leur répondre qu'il n'y a pas d'otage chez nous, puis et tout. Et dit, ça on peut pas. On peut pas, ils en demandent un, il faut en donner un. Et puis, le silence devient lourd, vous savez, dans le conseil, les gens ont plutôt l'air de guetter le maire, il sent. Il dit, oui, mais je veille bien ce que vous pensez, vous dites, aimer quel maire est à d'y aller. Bon, j'ai compris. Je vais vous demander une chose. Si j'y vais, qui c'est qui prendra ma place? Parce que depuis 4 ans, Emek a toujours fait les choses. Personne ne voulait la place, je l'ai pris comme ça. Bon, je suis maire et réglé tous les papiers avec les Allemands, tout ça, tous les ennuis, Emek les a eus. Alors, qu'est-ce qui prend ma suite? Il y a l'adjoint qui est à côté, qui est un vieux bonhomme, qui dit, mais je te veille venir, pas. Tu veux point y aller, puis tu voudrais que j'y aille à ta place? J'aurais foutu sur la gueule à Verdun et quand même pas mais. Non, mais sans blague. Oh non, mais dis, alors. Et il se tourne comme ça vers le bout de la table. Vous savez, en 42, les gars de la campagne étaient revenus, avaient été libérés pour la culture. Il se tourne vers les jeunes qui sont au bout de la table. Les jeunes disent, ça y est, c'est sur nous que ça retombe. On ne l'a pas gagné cette guerre, on n'avait rien dans les mains, et pas quand même de notre faute. Puis tout le monde s'engueule, etc. Il y a le mec qui dit, bon, et pas le moment de s'engueuler. Et pas le moment, et pas le moment. Et au bout de la table, il y avait le greffier, qui était l'instituteur. Il dit, as-tu une idée, parce que tout le monde se tutoie dans nos petits villages. Ah, il dit, peut-être. Il dit, laquelle? Le cantonnier. Il dit, le cantonnier? Il dit, oui, il y a le médecin qui est venu avant-hier, puis qui a dit qu'il n'avait pour 2 jours à vivre. Ah ben, il dit bien, 2 jours francs, ça tombe juste. Et puis, être un fonctionnaire, ça fera quand même mieux. Allez le trancher. Ils vont chercher ce pauvre homme, ils le font lever, ils le boudinent dans une couverture pour pas qu'il attrape du mal, ils l'amènent au conseil, ils le font asseoir, et il dit, oh, mais plutôt triste de Véchat, on peut pas mouiller tranquille. Ben, il dit, non, t'en fais pas, on va te fêter un héros. Parce qu'ils vont pas la gagner, la guerre, ces salauds-là. On va fêter un héros. Ton nom sera en lettres d'or sur la mairie. Ben, il dit, qu'est-ce que vous me racontez là? Il dit, ben oui, tu vas être otage. Bon, d'accord, c'est un mauvais quart d'heure à passer. Mais je te le dis, ils vont pas gagner la guerre, puis tu seras un héros. Il dit, ben oui, me dit, vous êtes fou, non? Point d'otage. Il dit, écoute bien. Quand on te demandait quelque chose, qu'il y avait un fossé qui avait glissé, aussitôt, t'allais le redresser. Il y avait un nid de poule dans la route, sur la route, tu y allais, tu leur bouchais avec du caillou. Jamais t'as refusé. Là, on te demande quelque chose qui ne te coûte rien, puis que le médecin dit que t'avais pour 2 jours à vivre. Ça change rien pour toi. Et puis tu vas refuser alors que c'est pour la France? Le bonhomme, il hoche la tête comme ça, pauvre vieux, puis il dit, oh ben, si c'est pour la France, je veux bien. Puis en bon cauchois, il ajoute, il dit, mais qui c'est qui paiera un enterrement? Ah, mais il dit, à nous, ça, puis on fera quelque chose comme on n'a jamais vu. Eh, malheureux que tu ne pourras pas ver, mais ça sera formidable. Il dit, puis ma femme, mais il dit, ta femme est pour elle le héros, t'es le héros. Les petits éléphants, le 11 novembre, ils mettront des fleurs, sur ta tombe, tout ça. Réfléchis un petit peu. Le héros du village. Puis le bonhomme, il hoche la tête toujours. Il dit, oui, mais t'as dit oui, et dit un vrai oui. Mais, elle dit oui, mais tu dis oui, pas oui. Il dit oui, mais tu voudrais quoi? Je voudrais faire une bonne collation avant de mouiller. Oh, le maire, il s'ordresse tout content de la solution, il regarde le greffier de mairie, puis il dit, y a-t-il de l'argent? Y a-t-il une caisse, quelque chose? Ben, il dit, c'est la caisse des fêtes, avec 4 ans qu'il n'y a pas de fête.
il y a l'argent. Ben, il dit, on va tout manquer. Ils s'en vont dans la nuit, ils attellent les carrioles, ils partent. Ils vont dans une auberge, le bonhomme était couché, ils font rallumer les feux, ils font faire un dîner comme chez moi qui est chez nous. Ils sortent les meilleures bouteilles de la cave, ils mangent, ils bêvent jusqu'à 5 heures du matin. À 5 heures, il y a l'adjoint qui dit « Ah, mon beau vieux, c'est l'heure, faut qu'on y aille. » Il remène le bonhomme, il retoupine dans une couverture, on ne sait jamais, il fait tellement frais chez nous, un coup, à l'arrivée. Il cale dans la carriole, et dans la nuit, ils roulent tous l'un derrière l'autre jusqu'à Cagny. Ils arrivent sur la plage de Cagny, elle est déserte, pas un cas. L'adjoint, il dit au bonhomme qui est à côté de lui, au cantonnier, il dit, t'en fais pas, je vais leur causer, mais tu te mettras devant, je leur dirai ce que j'ai à dire. Alors il met le brave cantonnier devant lui, et derrière il crie, commandanture! Personne ne répond. Alors il gueule plus fort, commandanture! Personne ne répond. Et il gueule si fort, le troisième coup, qu'il y a une petite fenêtre, vous savez, des petits volets de campagne qui s'ouvrent, puis on voit un petit rond blanc, une petite tête de vieille femme avec le bonnet sur la tête qui apparaît comme ça, puis qui dit « Qui c'est que vous avez à hurler comme ça le matin? Vous n'êtes pas fou? Vous réveillez tous les braves gens? Mais vous êtes fou, voyons, qui c'est que vous avez ?» L'adjoint, il dit « Mais rien est un gars qu'on amène comme otage, c'est pour être fusillé, vous savez, et pour les Allemands. » Il dit, qui vous dites? C'est pour les Allemands. Mais les Allemands? Mais ils sont partis hier, c'est les Anglais qui sont là. Alors on voit le paquet de couvertures qui se met à vibrer. Le pauvre homme qui est là, le cantonnier, est parti d'un fou rire sous ses couvertures. Il se domine plus tellement il rit, le pauvre vieux. Si bien que l'adjoint se retourne vers lui et dit « Qui t'a ri comme ça ?» Que j'ai ri, votre dit. Votre dit, d'abord, je vais la gueule dessus. Et puis, je vous dis la vérité, j'ai bien manqué et je vais mieux. L'histoire s'est passée, disons, récemment. C'était des résidents. Ils avaient aménagé un bâtiment en chaumière. Et puis il y avait un petit chemin, une servitude qui rejoignait la route, mais ce chemin, disons-le, était défoncé, il était plein d'ornières et de nids de poules. Le propriétaire était allé voir le maire, puis il avait dit « Monsieur le maire, ne serait-il pas possible à la commune de faire quelque chose, de renflayer un petit peu, de renforcer le chemin ?» Ben, il dit, c'est un chemin qui vous appartient, hein, c'est pas à nous de faire ça. Ben, il dit, écoutez, je suis prêt à donner une somme pour que le travail soit fait. Oh, ben, il dit, dans ce cas-là, c'est possible. On va demander ça au cantonnier, on va se débrouiller, va bien trouver de la terre. Et le cantonnier trouve de la terre, remblaye le chemin, le renforce, bouche les trous, fait disparaître, efface les ornières, et puis... Un samedi, les résidents arrivent de Paris avec leur voiture. De loin, ils sont contents, ils veillent bien qu'on a fait le chemin. Ils rentrent chez eux, puis au bout d'un moment, la femme sort pour faire quelques commissions à l'épicerie et à la boulangerie du village. Et en marchant sur la terre, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette terre-là? Il y a des bouts de cercueil. Il y a des os. C'est de la terre du cimetière, ça. Alors, un peu choquée, émue, elle va voir le maire et on fait la remarque. Il lui dit quand même, monsieur le maire, vous vous rendez compte, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il dit, pourquoi? Il dit, vous voyez pas, ces os, ces morceaux, c'est une moitié de tête, de crâne, tout ça. Dans le chemin, c'est quand même pas acceptable.
Et il la regarde, puis il dit, vous savez, je dois vous dire une chose. Cette terre-là, je sais où elle a été prise. Elle a été prise sur la tombe du père Malandin parce qu'on l'a dégagée il y a quelque temps. Eh bien, ça, je peux vous certifier une chose. Père Malandin était un brave homme, et pour lui qui vous manquerait. Un dernier mot en passant sur les cabarets qu'animait Bernard Alexandre. Bien peu savaient à quoi servaient les quelques sous qu'il en ramenait. Certains n'ont pas oublié cependant l'aide qu'il apportait aux uns ou aux autres, et plus particulièrement à ceux qui, défavorisés, ne jouissaient pas de la totalité de leur entendement, et auxquels ses recherches et ses efforts permirent quelquefois de se débrouiller seuls dans la vie, car capables enfin de petits travaux. Cela non plus ne t'oublie pas, Bernard. On veillait le crâne au-dessus de la haie. Un crâne avec un petit de cheveux grisonnants. On entendait surtout la cisaille qui coupait les brindilles. Je m'approchais. Il était là, c'était le Pécanipette. Il était là, toujours ayant l'air bougonnant, mais brave homme. Alors je lui dis, ça va? Étant donné son âge, il eut ce mot merveilleux, il me dit, je m'économise. Ah, le potager est beau, hein? Ah, il me dit, oui, mais ça manque d'eau. Ça manque d'eau. Ben, il me dit, voyez pas comme c'est sec. C'est une vraie catastrophe, c'est une vraie misère. Ben, j'ai dit, écoutez, si on avait l'eau dans le village, s'il y avait l'adduction d'eau, ça réglerait les problèmes. Vous auriez de l'eau même l'été, au moment de la sécheresse. Et il me dit, ça, c'est vraiment des idées de gars de la ville. On a toujours vécu dans nos campagnes sans eau. On avait la mare et la citerne, ça nous suffisait bien. Et puis on n'en est pas mort. J'ai dit, oui, vous n'en êtes pas mort. Mais ceux qui sont morts, ils sont pas la pousse plainte. Oh, il me dit là-dessus, il va vous dire une chose. Ceux qui n'ont pas réussi à vivre, eh bien, il valait mieux peut-être qu'ils vivent point. Parce que pour être malade toute sa vie et tirer en langueux, c'est pas bon. C'est pas bon pour soi, et puis ça coûte cher aux autres. Il y avait une chose qui me plaisait. Je commençais à lire, à déchiffrer, devrais-je dire. Il y avait une assiette, une vieille assiette, sur laquelle il y avait un dicton. Ma mère m'avait dit, elle n'est pas portée, ça. Dis pas ça. Elle avait peut-être raison parce que j'avais beau déchiffrer, je comprenais point. Le titre, c'était Le bonheur. Si tu veux être heureux, 1 heure, baise ton ami. Si tu veux être heureux, 1 semaine, marie-t'ai. Si tu veux être heureux 1 mois, tue le cochon. Et ça se terminait. Si tu veux être heureux toute la vie, fais tes curés.